Donc, après cette présentation, cette belle présentation du professeur Hadzaoui, qui associe, comme d'habitude, simplicité et clarté dans ses exposés, on va essayer de voir quelques cas pratiques. C'est des cas qui sont colligés dans notre service. Et ceci pour bien voir sur le plan pratique la démarche diagnostique et la conduite, la prise en charge thérapeutique. On va commencer par le premier cas. Donc, c'est un enfant qui a dans ses antécédents une macrosomie à la naissance avec un poids à 5 kg suite à un diabète gestationnel de sa maman, un accouchement par voie basse. Il avait fait donc une méningite à Escherichia coli suite à une infection materno-fétale à la naissance avec une hospitalisation pendant 3 semaines sans notion d'assistance respiratoire. Il avait la notion de douleur fugace des deux chevilles et il avait aussi une notion d'élongation du plexus brachial en postnatal pour laquelle il a été opéré. Par ailleurs, c'est un enfant qui fait des infections respiratoires basses depuis l'âge de 6 mois. Il aurait présenté à l'âge de 1 an, au cours de son intervention sur le plexus brachial, une détresse respiratoire avec une hospitalisation prolongée en pédiatrie et une mise sous oxygène. Et il nous a été adressé donc, à l'âge de 3 ans, 9 mois pour une exploration d'une PID au stade d'insuffisance respiratoire chronique. Son examen donc, dans notre service trouvait donc, un enfant légèrement hypotrophique avec une -1 DS pour le poids. Il avait déjà un hypocratisme digital. Il était apyrétique. Il était donc polypléique avec des signes de tirage susternal. L'auscultation trouvait des râles crépitants aux 2 bases et sa saturation était à 51% sous air ambiant et il nécessitait 4 litres d'oxygène pour avoir une saturation à 92%. Voici sa radio donc, sur laquelle on remarque qu'il y a des poumons de petite taille avec un infiltrat donc, alvéolaire, réticulaire et interstitiel plus important à gauche et avec quelques clartés donc, qui parsèment ces infiltrats, des hyperclartés, des images kystiques donc, des 2 côtés. À la biologie, donc, les blancs étaient à 9800, l'hémoglobine 5, sa CRP était négatif, sa fonction rénale, son bilan et sa fonction hépatique étaient normaux, la glycémie, l'ionogramme était sans anomalie. Voici son scanner, donc réalisé, donc, qui montre essentiellement, donc, en premier plan, des lésions kystiques confluentes qu'on voit là, donc à prédominance médulaire, qui montre aussi des hyperdensités en verre dépoli, surtout en périphérie, et qui montre surtout aussi des condensations parcourues par un bronchogramme aérique et qui prédomine au lobe inférieur, qu'on voit surtout là, donc des condensations alvéolaires parcourues par un bronchogramme aérique, qu'on voit là aussi, avec toujours ces opacités kystiques bilatérales. Donc là, on se retrouve à ce stade du diagnostic devant un nourrisson âgé de 3 ans, 9 mois, ayant donc une pneumopathie interstitielle diffuse, au stade d'ILC, puisqu'il était déjà dépendant de l'oxygène, avec des images kystiques bilatérales et une hypoxémie profonde. Donc, à ce niveau, donc, à ce stade de diagnostic, donc, quelles seraient donc les explorations à proposer? Donc, je pense que, comme vous devriez le penser, pour avancer, on avait besoin surtout d'éliminer les pathologies aiguës, bien que le tableau semble donc subaigu ou chronique. Il faut toujours éliminer les pathologies aiguës surgreffées, notamment les pathologies infectieuses. Et dans ce contexte-là, la fibroscopie était incontournable, bien que sur cet état-là, elle était risquée et elle était potentiellement grave puisque le patient était sous oxygène. Mais c'était un examen incontournable pour éliminer donc les étiologies infectieuses et pour pouvoir étudier la cellularité du poumon profond. Donc, cette fibro a été faite en milieu de patient. Elle avait montré un aspect endoscopique normal. Le lavage bronchoalvéolaire a montré un aspect trouble. La cellularité était dans les normes. Les macrophages à 45%. Les lymphocytes donc légèrement élevés, à 27% avec un rapport CD4 sur le CD8 normal.
des neutrophiles élevés à 28%, mais qui n'étaient pas altérés. Il n'y avait pas d'éosinophiles. Et il y avait surtout une hémorragie alvéolaire persistante avec un score de Gaulle à 213. Par ailleurs, un immunomarquage par anti-CD1A avait montré des taux normaux entre 1 à 2% des macrophages. Donc là, après la fibro, on est devant une hémorragie intra-alvéolaire sur une PID et surtout avec à la radio, avec à la turbodensitométrie, des images kystiques. Donc, quelles sont les étiologies donc, évoquées? Donc, les pathologies infectieuses étant éliminées, donc il n'y avait pas, donc, notamment, vous pourrez imaginer une tuberculose, une pneumocystose, une aspergillose. Donc, toutes ces étiologies étant éliminées, il n'y avait pas d'atteinte extra-pulmonaire pour penser à une vascularite, notamment. Le bilan rénal était normal. Donc, le bilan immunitaire, les PP étaient normaux. Le dosage pondéral des immunoglobulines et du complément était normaux. L'exploration de l'immunité cellulaire, donc par le test OMBT, la population lymphocytaire est normaux, sérologie VIH négative, et il n'y avait pas de marqueur de dysimmunité, les anticorps antinucléaires, les ANCA étaient négatifs, l'échographie cardiaque était normale. Donc après ce bilan, on se retrouve devant des images kystiques, une hémorragie alvéolaire et avec un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë. Donc en fait, les diagnostics évoqués à ce stade donc, de la démarche diagnostique, c'était surtout les pathologies qui donnent donc des images kystiques avec une hémorragie alvéolaire. Donc, on avait soit une protéinose, on avait pensé à ça, soit une malformation adénoïde kystique. Elle est généralement unilatérale, bien que exceptionnellement, il y a eu des cas de description de MAC bilatéral, où certains auteurs avaient décrit un COPA syndrome. C'est un syndrome, c'est une maladie auto-immune, autosomique, dominante, qui pouvait associer à une PID, des arthrites, une atteinte cutanée, rénale. Et le diagnostic était donc, se faisait par étude génétique. Ce diagnostic a été évoqué étant donné que chez cet enfant, il y avait la notion de douleur articulaire fugace. En fin de compte, donc, pour avancer dans le diagnostic, une étude génétique était indispensable. Et étant donné que le diagnostic de plus options retenues était une anomalie de la mutation du surfactant. Donc, après élimination de toutes les autres causes d'hémorragie intra-alvéolaire, telles qu'une cardiopathie, une malformation vasculaire, une hypertension artérielle pulmonaire primitive, une maladie systémique, une vascularite ou une cause médicamenteuse, le diagnostic de protéinose a été retenu en rapport avec une anomalie du surfactant. Et le patient étant donné le tableau, le caractère aigu du tableau clinique, donc on a commencé des bonus de solimidrol mensuels. L'évolution après 4 bonus de solimidrol avait permis d'améliorer les oxygène. Le patient était initialement dépendant de 4 litres ou 5 litres. Donc, on est passé à un besoin de 2 litres. Entre-temps, les patients étaient donc avec de l'oxygène à domicile. Ils gardaient quand même sous un ambiant une hypoxémie. Sur le plan radiologique, il y avait une discrète majoration du syndrome interstitiel avec l'installation d'une saillie de l'arc moyen gauche qui était probablement avec un début d'une HTAP. Sur le plan tomodensitométrique, il y avait une régression partielle des condensations alvéolaires, mais il y avait une stabilité des lésions kystiques bilatérales à prédominance médillaire qu'on voit toujours là. Ce dossier donc, a été présenté au staff donc, en pneumopédiatrie en France, le staff qui vient d'évoquer Mme Hamzaoui. Et donc, c'est présenté par le webinaire. Et donc, lors de cette présentation, l'hypothèse diagnostique d'une anomalie du surfactant a été reconfortée. L'indication de confirmation par génétique a été proposée. Et en cas de négativité, une indication d'une biopsie chirurgicale a été aussi proposée si l'étude génétique ne confirmait pas le diagnostic. Malheureusement, donc, on n'avait pas pu le moyen de faire la confirmation par l'étude génétique. Donc, sur le plan thérapeutique, ils nous ont donc préconisé de continuer les bonus de solimidrol en laissant entre les bonus une corticothérapie orale et d'associer à cette corticothérapie du plaquenil. L'évolution, donc, il y avait une stabilité initiale de l'état clinique et du besoin en oxygène,
puis malheureusement survenu d'un décès après le deuxième bolus de solumidrol, soit à peu près à 8 mois d'évolution depuis son admission, un décès survenu dans la suite d'une complication aiguë. Donc voilà, ça c'est le premier cas. Je ne sais pas si j'attends des questions ou je présente les autres cas. Madame Moussouffa. Oui, est-ce que vous avez des questions à poser à ce niveau-là, à propos de ce cas clinique? Un très beau cas. Oui. Donc, il n'y a pas de questions. Je passe au deuxième cas. Voilà. OK. Allez-y. Donc, le deuxième cas, il s'agit d'une petite fille âgée de 4 ans et demi. Elle est admise pour une toux évoluant depuis 3 mois, associée à des crachats hémoptyliques récidivants, non améliorés par divers traitements ambulatoires. Cette petite fille donc, avait une naissance à terme, elle était correctement vaccinée et elle n'avait pas d'antécédents particuliers. Et toute sa symptomatologie est remontée à 3 mois avant son admission. Donc, à son examen, donc à l'admission, l'état général était conservé. Elle avait une petite hypotrophie modérée avec un poids à 15 kg, une DS, sans retard satural. Elle était upiique, sa saturation était correcte, à 95% sous air ambiant. Et à l'auscultation, on trouvait des râles crépitants bilatéraux. Voici sa radio. Et donc, on remarque d'une façon flagrante une grande distension thoracique avec un thorax en tonneau, avec donc un aplatissement du couple diaphragmatique. Sur le plan parenchymateux, donc des infiltrats alvéolo-réticulo-micronodulaires, diffus, plus marqués, probablement à gauche, un élargissement du médiastin et très probablement une cardiomégalie. Voilà cet infiltrat-là qui arrive jusqu'en périphérie, donc témoignant de la présence d'un syndrome interstitiel. Le sujet trouvait un microvoltage diffus. L'échographie cardiaque donc, confirmait effectivement ce doute sur la cardiomégalie avec la présence d'un épanchement péricardique circonférentiel non compressif. La recherche de barre à l'examen direct était négative. À la numération, donc, il y avait surtout une petite anémie à 10,6 grammes. Le bilan d'hémostase a montré une baisse spontanée du TP à 53% et un INR à 1,67. Le bilan hépatique était normal. Voici donc son scanner, donc les coupes sans injection, donc qui montre surtout un épaississement des septa interlobulaires, là, ou ici, et des micronodules de distribution lymphatique, qu'on voit ici, là, ou là, ou peut-être ici. Donc ça, c'est sur le fenêtre parenchymatose. Sur le fenêtre médiastinal, donc on a surtout une infiltration tissulaire hypodense de la graisse donc, médiastinale. Donc tout ce qui est là en gris, c'est en fait de la graisse médiastinale qui est infiltrée. Et un épanchement péricardique qu'on voit surtout sur le couple plus basse. Un épanchement péricardique confirmé par l'échographie cardiaque. Donc, à ce stade du diagnostic ou des explorations, on est devant une petite fille qui est âgée de 4 ans et demi, qui n'a pas d'antécédent, qui est malade depuis 3 mois, avec surtout une toux persistante, des crachats hémoptyliques, et qui a donc une atteinte à l'imagerie, une atteinte, donc une PID, une atteinte médiastinale, une péricardite. Donc tout ça nous a fait craindre dès le départ un processus néoplasique, surtout devant cette atteinte médiastinale, cet épanchement péricardique. Donc l'examen incontournable, toujours en pneumologie, c'est la fibroscopie bronchique, donc, qui a révélé la présence d'une inflammation du tout l'arbre bronchique avec une muqueuse fragile saignant facilement au contact du fibroscope et à l'aspiration. Le lavage a permis de recueillir un liquide rosé avec une cellularité très élevée
et surtout avec une lymphocytose très importante à 61%. Donc, avec les résultats de ce lavage, notre doute sur une pathologie blinoplasique s'est encore, donc, elle a encore augmenté, surtout avec cette lymphocytose. La cytologie des liquides pleurales donc, a montré une lymphocytose composée de lymphocytes de petite taille, matures et d'éléments lymphoïdes de taille moyenne, à cytoplasme peu abondant, munis de noyaux dotés d'une chromatine granuleuse, suspecte d'un processus lymphomateux. Donc, devant donc, ce résultat de cette cytologie, de cette lymphocytose, et devant ce doute important d'un processus lymphomateux, on avait besoin certainement d'une biopsie pour aller voir le diagnostic donc, histologique. Et on avait choisi de commencer par une cervicotomie parce que c'est moins invasif que la thoracotomie. Il y avait de l'infiltration de la graisse cervicale. Cette biopsie donc, faite en rétrosternal donc, a permis malheureusement de retrouver que du tissu mixa avec des ganglions réactionnels. Donc c'était une biopsie donc, sans résultat. Et malheureusement, au cours de cette cervicotomie, donc, il y avait une installation d'une détresse respiratoire secondairement, en rapport avec l'installation d'une tamponnade, ce qui avait donc imposé le recours en urgence à une péricardotomie avec des fenêtres pleuroparenchymateuses permettant d'évacuer 300 cc de liquide hémorragique. Et donc, on a profité, donc, lors de cette péricardotomie faite en urgence, de faire des biopsies pulmonaires et médiastinales. Voici donc le résultat de la biopsie pulmonaire, donc, qui montre une prolifération vasculaire lymphatique prédominante dans le territoire sous-pleuraux et le long des axes bronchovasculaires et dans les septa interlobulaires. Pareil, dans la biopsie donc, médiastinale, donc on trouve pareil la présence d'une prolifération des vaisseaux lymphatiques anastomosiques de taille variable. Donc, si on va se résumer, l'anomalie majeure retrouvée, que ce soit dans la biopsie du parenchyme pulmonaire ou la biopsie médiastinale, c'est une prolifération importante des vaisseaux lymphatiques qui sont anastomosiques. Ces résultats de biopsie donc, nous ont permis de retenir le diagnostic d'une lymphangiomatose médiastinale. Donc, sur le plan prise en charge et traitement, donc au décours de la thoracotomie, de la péricardotomie, 3 semaines après, la patiente donc, a été mise sous corticoïde par la voie générale à la dose de 1 mg/kg. L'évacuation de cet épanchement, la ponction simple, a permis d'évacuer 300 c de liquide sérohématique. Malheureusement, il y a une récidive de cette pleurésie, imposant la mise en place d'un drap thoracique permettant de ramener cette fois-ci un liquide chileux, Rivalta positif, riche en triglycérides. On avait secondairement, devant cette récidive, associé des bêta-bloquants aux corticoïdes, puis on avait donc mis en route un traitement par l'interféron alpha-2b hebdomadaire à la posologie de 1,5 microgrammes kg en sous-cutané aux 2 premiers, c'est-à-dire aux bêta-bloquants et aux corticoïdes. Ce triple traitement a permis donc l'obtention d'une stabilité de l'atteinte parenchymateuse, mais malheureusement, il n'a pas empêché l'évolution de l'épanchement pleural gauche qui a imposé la mise en place d'un deuxième drap au bout de 6 mois d'évolution. Donc, à 6 mois, on avait associé de la sandostatine intraveineuse puis sous-cutanée au traitement précédent, ce qui a permis une diminution de la récidive de la pleurésie gauche qui a fini par s'encrister. La maladie a continué, donc, malheureusement, à progresser secondairement avec apparition d'une pleurésie de droite contralatérale à 1 an d'évolution, accompagnée d'une altération de l'état général, puis d'une insuffisance respiratoire chronique, nécessitant la mise initiale sous oxygène à domicile, puis sous VNI à domicile. Et malheureusement, le décès est survenu à 15 mois d'évolution. Donc, voici la radio, donc, quelques jours avant son décès, avec un poumon gauche totalement donc, opaque et une grande pleurésie du côté droit. Juste un petit mot sur la lymphangiomatose pulmonaire diffuse. Donc, c'est une anomalie donc, du développement des vaisseaux lymphatiques lors de la vie embryonnaire. La LPD touche l'ensemble du système lymphatique thoracique, depuis le médiastin jusqu'à la plèvre. Toutes les structures peuvent être touchées. Les manifestations cliniques, c'est surtout la dyspnée, une toux sèche, des sifflements thoraciques rattachés à un asthme, parfois l'expectoration du moule bronchique ou de crachat laiteux, qui est quelque chose de très suggestif de la maladie, mais qui reste rare, et les hémoptésies, comme le cas de notre patiente, peuvent être révélatrices de la maladie, donc tel le cas de notre patient.
La confirmation diagnostique peut être dans ce cas-là histologique. Le traitement, donc, diverses thérapies ont été utilisées. Elles sont toutes malheureusement donc, palliatives, visant à diminuer les symptômes secondaires au phénomène de compression, à contrôler les récidives de chez le thorax et assurer une hématose optimale. Donc, divers traitements tels que la radiothérapie, les corticoïdes, la somatostatine, avec les styles, le tamoxifène, les bêta-bloquants, l'interféron alpha 2A et l'interféron alpha 2B. Voilà, je vous remercie. Et donc, s'il y a des questions pour cette deuxième observation. Madame Boussofala. Merci, Dr. Ammar. Je passe à la troisième Oui, présentation. allez-y. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions, attendez. J'attends. Non, c'était bon. Allez-y pour le troisième cas. Bon, on va finir par un enfant qui n'est pas décédé quand même, pour remonter un peu le moral. Heureusement. Heureusement qu'on a des enfants qu'on a guéris un peu. Donc là, c'est une grande fille, elle est âgée de 15 ans et elle nous a été donc adressée pour exploration d'infections respiratoires basses récidivantes. Dans ses antécédents familiaux, on a une grand-mère albinos, une sœur âgée d'1 an albinos et avec des problèmes respiratoires. Il y a une notion de consanguinité de 2e degré. Dans ses antécédents personnels, une détresse respiratoire, un ictère néonatal, des eaux purulentes à bascule dès l'âge de 3 mois, pustulose localisée à la ceinture pelvienne à 6 mois, septicémie à point de départ cutané à 18 mois, des infections pharyngées et respiratoires fréquentes dès l'âge de 18 mois, 2 épisodes de panarie en 8 ans. Donc, j'imagine que vous avez tous pensé qu'il y a un problème certainement immunitaire avec tous ces antécédents infectieux. Donc, effectivement, cette malade avait déjà exploré auparavant, avant qu'elle arrive chez nous, dès l'âge de 7 ans, et le diagnostic de neutropénie cyclique a été déjà posé. Elle a été déjà suivie au centre de greffe avec ce diagnostic-là. L'examen, donc à l'admission, elle avait un retard statéropondéral, moins 2 DS pour le poids, moins 1 DS pour la taille. Elle avait un albinisme modéré, un faciès triangulaire, des taches caféolées lombaires droite, une surdité du côté droit, avec la patiente portait déjà une prothèse auditive, elle était eupnéique, l'auscultation était normale, sa saturation était correcte. Voici à quoi ressemblait notre patiente, donc avec un albinisme très clair. Sa radio, donc il y avait un syndrome interstitiel discret, prédominant aussi à gauche. Et voici son scanner, avec présence surtout d'images en verre de coulis, avec parsemé par quelques clartés, probablement en rapport avec de l'emphysème. Donc c'était diffus et plus marqué à gauche, comme on le suspecte sur la radio. L'émulation formule sanguine confirme la présence de cette neutropénie qui était connue, avec des blancs à 3100, des PNN à 682, des lymphocytes normaux, monocytes à 2%, et une petite anémie à 10,8 et les plaquettes normaux. La fibroscopie bronchique, donc présence d'un saignement muqueux provoqué diffus, une hypercellularité à 421 000, 69% de macrophages, 14% de lymphocytes, 15% de eosinophiles, et à l'aspiration bronchique, il n'y avait pas de gel. Les EFR montraient un syndrome restrictif donc modéré, une capacité vitale fonctionnelle à 65%, un VMS 66% et un TFNO 97%. Le coqueur était normal. Le bilan immunologique, donc les anticorps antinucléaires négatifs, les ANCA négatifs, le dosage pondéral des immunoglobulines et du complément sont normaux. Donc, devant ce tableau, associant donc PID, associant albinisme, neutropénie cyclique PID, donc la revue de littérature nous a permis de retenir le diagnostic de Ernestki-Poudlak. Donc, c'est une maladie génétique très rare, impliquant plusieurs organes, caractérisée par un albinisme oculocutané, des troubles plaquettaires, une thrombopathie ou une thrombopénie, des hémorragies répétées, une neutropénie, une fibrose pulmonaire, des colites granulomateuses.
Il s'agit sur le plan physiopathologique, donc d'une collection d'anomalies autosomiques récessives hétérogènes qui touchent les gènes responsables du transport protéique intracellulaire, les HPS gènes, dont l'atteinte perturbe la biogénèse et la fonction de certains lysosomes, aboutissant au dysfonctionnement de plusieurs cellules sécrétoires, notamment les mélanocytes, donc ce qui explique donc l'albinisme, les plaquettes, ce qui explique le trouble de l'hémostase, les pneumocytes 2 expliquant donc l'atteinte pulmonaire de la PID, les entérocytes expliquant l'atteinte donc du tube digestif, les polynucléaires neutrophiles, les lymphocytes cytotoxiques. Différentes mutations génétiques existent donnant lieu à 8 sous-types de ce syndrome et donc à des tableaux cliniques très différents en fonction de la prédominance des cellules atteintes. Donc en fonction de cette prédominance, le tableau clinique varie d'une forme à une autre. Le type 1 il est le plus fréquent, qui associe une colite granulomateuse et des hémorragies répétées, une PID. Bien que la confirmation génétique n'a pas été réalisée chez notre patiente, elle serait du type 2, car c'est le seul type que comportait dans sa classification une neutropénie. Malheureusement, sur le plan traitement, il n'y a pas de traitement spécifique de ce syndrome, bien que certains auteurs avaient proposé des facteurs de croissance pour les polynucléaires neutrophiles du GM-GSF. Le pronostic est conditionné par les complications potentiellement aiguës qui peuvent survenir, qui sont soit de nature infectieuse ou hémorragique, qui peuvent donc émailler le cours évolutif de ce syndrome. Et malheureusement, rares sont les enfants qui peuvent atteindre l'âge adulte. Donc, chez notre patiente, 1 an après sa première admission, donc elle avait effectivement présenté un tableau infectieux aigu avec un amaigrissement de 3 kg. Donc, elle était admise dans un tableau fébrile avec à la radio donc, des images en plus de sa PID, une décondensation alvéolaire et des clartés au niveau de la partie moyenne donc des excavations, la partie moyenne du champ pulmonaire droit. La fibroscopie bronchique avait montré la présence d'un staph résistant et d'un pneumocystis. Donc, le diagnostic de pneumocystose et de staphylococcite pulmonaire ont été retenus. La patiente, heureusement, avait bien évolué sous vancomycine et Bactrim peros avec une bonne évolution et un nettoyage du champ pulmonaire droit, toujours persistance du côté gauche de sa PID, qu'on voit ici. Donc, actuellement, on est à 10 ans d'évolution. La patiente est stable sur le plan respiratoire, elle ne se dégrade pas, elle n'évolue pas vers la fibrose, elle est juste sous traitement vaccinal par rapport à la grippe et sous prophylaxie au long cours par des bactéries, puisqu'elle avait déjà présenté une pneumocystose. Voilà. Je vous remercie.